Bonjour, bienvenue sur Décideurs du droit. Le 16 juillet dernier, l'accord sur les transferts des données personnelles entre l'Union européenne et les États-Unis a été invalidé par la Cour de justice de l'Union européenne. Pour décrypter cette décision, j'ai le plaisir de recevoir Sylvain Staub, associé chez DS Avocats et également CEO de Data Legal Drive. Bonjour Sylvain. Bonjour Arnaud. Alors un mot sur le contexte de cette décision qui n'en finit pas de défrayer la chronique. Il s'agit de l'invalidation par la Cour de justice de la Communauté européenne de ce qu'on appelle le Privacy Shield. Le Privacy Shield, c'est un accord d'adéquation qui a été signé en 2016 par la Commission européenne, après les discussions avec les instances américaines, et qui permet d'offrir un cadre particulier pour les États-Unis de flux de données personnelles entre l'Europe et les États-Unis. C'est ce bouclier de la vie privée qui s'est fendu, qui a été détruit, qui n'existe plus, et qui remet donc en question toute la question des flux transatlantiques. Alors, le but, c'était d'offrir les mêmes garanties aux Européens qu'aux Américains, c'était ça, grosso modo? Non, c'était d'offrir, oui, c'était de protéger les données qui traversent l'Atlantique de la même manière que lorsque les données restent en Europe ou qu'elles vont dans des pays qui bénéficient d'un accord d'adéquation complet, comme le Canada, le Japon, la Suisse ou Israël et quelques autres, ou qui bénéficient d'autres modalités permettant de protéger les données personnelles. Alors, c'est pas la première fois, hein. Il y avait le Safe Harbor. Il y avait le Safe Harbor, voilà. Donc le contexte est quand même à la fois complexe et très intéressant, puisque c'est ce juriste autrichien Max Schrems qui depuis 10 ans bataille avec les plus hautes instances européennes pour faire reconnaître l'absence de protection suffisante des données personnelles aux États-Unis. C'est un point très important parce que c'est l'ensemble d'un principe de protection qui est remis en question à l'initiative de cette personne, et on peut l'en remercier et l'en féliciter, parce qu'il lui a fallu beaucoup de temps pour faire invalider le Safe Harbor il y a 5 ans, le Privacy Shield aujourd'hui. Donc ça fait 2 fois que le cadre qui a été mis en place entre les 2 continents est invalidé. Et finalement, c'est un formidable moyen de réaffirmer la différence fondamentale qu'il y a entre la conception de la protection des données personnelles en Europe et celle qui est aux États-Unis. On est sur 2 conceptions complètement différentes. Vous le savez, en Europe, on considère que la donnée personnelle, c'est un attribut de la personnalité, et on pourrait le dire beaucoup plus simplement, tout bêtement, la donnée personnelle, elle est personnelle, la vie privée, elle est privée, et donc tout ça, ça doit entraîner un certain nombre de protections, et les protections, ce sont des vraies protections. Aux États-Unis, c'est très différent, parce que d'abord, leur conception plus anglo-saxonne et de toute façon américaine consiste à considérer que si une entreprise a capté de la donnée, ça devient un actif de l'entreprise. Et donc, on en a finalement dépossédé la personne qui est concernée. Et puis, vous le savez, aux États-Unis, ils ont aussi une conception de la souveraineté qui est tout à fait forte, particulière, et propre aux États-Unis. Les Chinois sont capables de faire pareil dans d'autres domaines et de manière différente. C'est-à-dire que pour eux, tout peut constituer une arme économique. On y reviendra peut-être. Et la donnée, évidemment, est une arme économique qui alimente les entreprises américaines qui, elles-mêmes, sont le fer de lance du souverainisme américain et de la volonté de propagation. GAFA. Voilà. Alors, donc, c'est-à-dire que derrière ce qui s'est passé avec cette invalidation, on peut réellement se poser la question de l'avenir des flux entre les 2 continents, et surtout du rapport des forces qu'il y a. Alors, est-ce que cette décision était attendue? Oui, c'était attendu, évidemment. On le savait avant même l'adoption du Privacy Shield que ce serait un ersatz vaguement plus sécurisé que le Safe Harbor. Tout comme on s'attendait à l'invalidation du Safe Harbor, on pouvait s'attendre à cette décision. Voilà, elle arrive le 16 juillet 2020, dans un moment qui est déjà compliqué économiquement, bien sûr, et finalement avec assez peu de réponses concrètes sur on fait quoi maintenant. Alors, vous avez évoqué l'avenir des transferts de données personnelles vers les États-Unis. Quel sera-t-il? Alors, les choses restent à construire, mais aujourd'hui, si on prend les textes et la situation
réglementaire ou juridique global. C'est pas complètement nouveau, puisqu'on l'a vu, il y a eu l'invalidation il y a 5 ans du Safe Harbor. Mais entre-temps, il y a eu le scandale Cambridge Analytica, il y a eu les révélations de Snowden, il y a eu le RGPD, et notamment les articles 45 à 49 du RGPD. Donc on a un contexte de connaissance par le monde différent, de prise de conscience de plus en plus par les individus de la réalité de l'absence de protection des données aux États-Unis. Je ne veux pas viser que les GAFA, et les BATX ne sont pas mieux de l'autre côté en Chine. Mais on a donc un contexte de compréhension qui est différent, puis on a le RGPD. Alors, le RGPD, c'est simple, il dit quoi? Il dit, pour permettre des flux transfrontaliers, soit on a une convention d'adéquation avec le pays, soit on a quelque chose qui s'en rapproche, et c'était le Privacy Shield, ça n'existe plus. Donc on élimine tout accord global entre l'Europe et les États-Unis, ça n'existe plus. Il nous reste quoi? Il nous reste les accords globaux d'entreprise, les BCR, les Binding Corporate Rules. Bon, très bien. Ce sont des règles contraignantes qui sont mises intra-groupe pour faire des flux entre les différents pays, et notamment les États-Unis. C'est extrêmement compliqué, ça ne concerne que les grands groupes, et ça concerne surtout les relations dans un même groupe ou avec des entités tout à fait identifiées. Bon, il y a ces fameuses clauses contractuelles type dont la décision du 16 juillet a maintenu la validité. Alors ces clauses contractuelles type, qu'est-ce que c'est? Ce sont des clauses qui ont été arrêtées en 2010, bien avant le RGPD, qui donc visent à protéger les données personnelles entre deux sociétés de type client-prestataire. J'envoie des données à mon prestataire par hypothèse aux États-Unis et je lui fais signer des clauses contractuelles type pour l'engager dans la protection des données personnelles de ceux qui sont dans la base. Ça signifie que c'est quand même moins large que le Privacy oui, Shield, parce que c'est en one-to-one, si je puis dire. Bon, donc ça veut dire que c'est de la négociation. Alors pas tout à fait de la négociation, parce que les clauses contractuelles type, elles sont arrêtées en 2010 et on ne peut pas les changer. Et comme elles ne sont pas complètement adaptées à la situation, et encore moins au RGPD, il faut donc rédiger des conventions de flux auxquelles on annexe les clauses contractuelles type. Alors c'est très bien, ça fait du travail pour les juristes et notamment pour les cabinets d'avocats. Ça reste un vrai projet qui peut être parfaitement utilisé et intéressant, et je peux que conseiller aux entreprises de se pencher sur la question de est-ce qu'on doit rédiger des conventions de flux en annexant les clauses contractuelles type parce que nous avons une relation soutenue avec un sous-traitant, un prestataire aux États-Unis, et qu'il n'est pas question de rapatrier les données ou de se mettre en manquement par rapport au RGPD compte tenu des sanctions qu'on connaît. Oui, bien entendu, c'est une solution, mais c'est une solution qui est très B2B, pour le dire facilement. En réalité, ça concerne les entreprises qui veulent bien se pencher sur la question, mettre en œuvre ces clauses, et puis de toute façon, c'est du B2B, c'est de la relation client-fournisseur. Moi, il y a quelque chose qui m'amuse beaucoup. Qu'est-ce qu'on fait dans le B2C? Qu'est-ce qu'on fait pour les milliards de gens qui utilisent Facebook? Justement, vous avez une casquette de CEO de Data Legal Drive. Est-ce que vous offrez d'autres solutions dans ce contexte que l'on connaît actuellement? Alors, avec Data Legal Drive, la solution, elle permet de répondre en partie à la question qui nous est posée par la décision, c'est-à-dire, est-ce que j'ai des traitements transatlantiques? Et si oui, lesquels et comment? Et pour quelles raisons et comment je les ai décrits? Alors effectivement, Data Legal Drive, c'est un logiciel de pilotage de la conformité RGPD, donc ça couvre tout le spectre du RGPD, depuis la cartographie jusqu'aux analyses d'impact, en passant par les demandes de personnes concernées ou les failles de sécurité. Et ça passe notamment par la tenue du registre, et dans le registre, il y a la mention du destinataire, le lieu du destinataire et la raison pour laquelle on l'a envoyé à ce destinataire. Donc, si on mentionne un destinataire aux États-Unis et la raison de ce flux qui est le Privacy Shield, on a identifié dans le registre une difficulté. Donc, avoir un registre digitalisé avec Data Legal Drive, c'est pouvoir, dans une société un peu structurée, identifier immédiatement tous les registres qui sont concernés par cette invalidation. Et donc prendre les mesures qui s'imposeront ou qu'on décidera de prendre, que ce soit les clauses contractuelles type, que ce soit le rapatriement des données, que ce soit des informations particulières. On n'en a pas parlé, mais il y a quelques exceptions quand même qui figurent pour être tout à fait concret. Quelles sont-elles? On a parlé de l'adéquation avec les pays, on a parlé des BCR, on a parlé des clauses contractuelles type, et puis il y a quand même les exceptions de l'article 49.1 qui sont en fait plutôt de l'ordre du B2C, c'est-à-dire je peux toujours envoyer aux États-Unis des informations à condition que j'ai prévenu les personnes concernées
de l'absence de protection, du risque et de l'absence de recours juridictionnel. C'est-à-dire, vous acceptez que vos données soient transmises aux États-Unis, avec tous les risques que ça comporte, et notamment les programmes de surveillance américains, et vous n'aurez aucun moyen de recours s'il y a une difficulté. Alors, bien entendu, il y a une grande partie des gens qui vont trouver ça tout à fait normal, qui s'en fichent éperdument, et on sait bien comment fonctionne la planète avec les réseaux sociaux. On a beau mettre des garde-fous et des clauses à lire préalablement, finalement, quand on veut utiliser un réseau social, on s'inscrit et on ne regarde pas la politique de données. Voilà, mais c'est quand même en train de changer. On se rend compte quand même, enfin, quand on regarde l'évolution des utilisateurs de réseaux sociaux, qu'on peut commencer à faire le tri entre certains réseaux qui sont plus respectueux que d'autres, en fonction de l'endroit où ça se trouve, sur quel type de serveur ça part. Et je pense que progressivement, les gens s'apercevront des risques qu'il y a derrière le flux de leurs données et l'exploitation de leurs données, et que donc il y a un risque néanmoins pour les Facebook, les Google ou les Amazon. Vous appelez à la vigilance de... J'appelle évidemment à la vigilance de chacun quand il envoie ses données. On ne peut pas interdire à une personne d'utiliser ses réseaux sociaux, simplement encore faut-il qu'il soit parfaitement informé, et en réalité l'exception pour utiliser les réseaux sociaux, c'est de demander un consentement explicite à chacune des personnes, à chacun des utilisateurs, consentement explicite à l'utilisation des données personnelles qui vont nécessairement être transférées aux États-Unis, même si on sait que les serveurs sont en Irlande. En réalité, il suffit de lire les contrats de ces sociétés pour s'apercevoir que pour des questions de maintenance, de gestion du service et probablement derrière d'exploitation de la donnée et de marketing, les données sont rapatriées aux États-Unis. Et puis on connaît aussi le Cloud Act et la capacité des États-Unis à accéder à toutes les données. Peut-être un dernier mot pour finir, Sylvain. Est-ce qu'on peut s'attendre à une riposte américaine ? Alors, oui, on peut évidemment s'attendre à une riposte américaine. Dire l'inverse, ce serait curieux. Mais je ne sais ni quand ni comment. De toute façon, en réalité, derrière tout ça, c'est quoi ? Ce sont des discussions entre les organisations américaines et européennes sur un fond de protection des données personnelles, mais sur un fond extrêmement économique. Il y a derrière ça une véritable hypocrisie, parce que finalement, on fait le constat qu'aux États-Unis, les données ne sont pas protégées. On peut aussi faire le constat que ça ne changera pas. Les programmes de surveillance américains ne vont pas changer. Et je ne peux pas imaginer une seconde que pour se conformer au RGPD et aux conceptions européennes, ils décident tout d'un coup d'arrêter les programmes Prism et autres. Ce n'est pas envisageable. Donc on a de toute façon deux conceptions. Un niveau de protection de surveillance américaine, il y a aussi une surveillance en Europe. Mais enfin, il n'y a pas la même proportionnalité. Et la différence est là. Mais derrière cette première hypocrisie, qui est de dire « essayons de trouver un terrain d'entente » alors qu'en réalité, il y a deux conceptions totalement différentes qui ne changeront pas. Il y a une autre hypocrisie, c'est que finalement, avec l'invalidation du Privacy Shield, on dit aux entreprises, je ne parle plus de B2C, mais de B2B, soit vous signez des BCR, soit vous faites des clauses contractuelles type, soit vous rapatriez vos données. Mais finalement, est-ce qu'on a l'équivalent en Europe des prestations des fournisseurs américains ? J'aimerais dire oui. Est-ce que c'est la réalité ? Alors, pas tout à fait. Mais je trouve qu'il y a une forme d'hypocrisie. D'ailleurs, c'est illustré, si vous me permettez, par Health Data Hub, oui. L'attribution du marché, c'est Microsoft qui exactement. l'a emporté. Il y a le Health Data Hub, il y a tout un tas de services externalisés dans le cloud qui partent aux États-Unis, alors même qu'il n'y a aucune raison de penser que ça ne pourrait pas rester dans les entreprises, sur les serveurs des entreprises européennes. Françaises ou européennes. Il y a d'excellents acteurs en France, il y en a d'excellents en Allemagne, il y en a partout. Et il n'y a aucune raison de considérer que OVH, Iliad, Orange, SAP, Outscale n'offrent pas des solutions. Alors, bien sûr, nous sommes des nains, finalement, ces entreprises, face aux géants américains. Mais si la France et l'Europe ne travaillent pas ensemble pour créer les champions du digital de demain. Ça fait 20 ans qu'on répète la même chose. Le cloud souverain, on a vu ce que ça a donné. Mais à quel moment va-t-il y avoir une prise de conscience et surtout une position politique qui va consister à dire la meilleure arme pour la protection des données personnelles, c'est quand même de laisser à toutes les entreprises la possibilité de les faire héberger en Europe avec des sociétés européennes. C'est évidemment une question de protection des données personnelles, c'est aussi une question de souveraineté, c'est aussi une question de patriotisme. Et je ne pense pas un instant qu'aux États-Unis, ou en Chine d'ailleurs, les organisations publiques ou les grandes sociétés aillent se faire héberger en Europe. On va conclure là-dessus. Je vous remercie Sylvain. Merci Arnaud.
Merci à toutes et à tous. C'était la dernière émission de la saison de Décideurs du droit. J'ai le plaisir de vous retrouver à la rentrée en septembre. En attendant, bonnes vacances et prenez soin de vous.